ce lundi dans le nord-est du Tchad. Amdjaras, berceau du pouvoir tchadien et de la famille Déby. Elle a aussi été accusée de servir de base arrière pour les FSR soudanais. Et ce sera le choix de la rédaction. En RDC, l'ancien président Joseph Kabila sort du silence. Depuis Goma, il dénonce une dictature installée par Félix Tshisekedi et appelle à la mobilisation. On en parle avec l'ancienne sénatrice du PPRD, Francine Muyumba. Et puis au Kenya, au moins 80 morts depuis début mars suite aux intempéries. Plusieurs milliers de familles ont dû quitter leur maison sans savoir où aller. Ravi de vous retrouver sur TV5 Monde et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal Afrique. Direction le nord-est du Tchad, Amdjaras, à la frontière soudanaise, berceau du pouvoir tchadien et de la famille Déby. Mais depuis 2023 et le début de la guerre au Soudan voisin, Amdjaras est au cœur des controverses, accusé de servir de base arrière des paramilitaires FSR soudanais, comme on va le voir dans ce reportage de Nadia Ben Barfoud, correspondante de TV5 Monde au Tchad, et c'est le choix de la rédaction. C'est de ce rocher que la ville aurait tiré son nom, Amdjaras, ou le lieu de la cloche. Les habitants racontent que ce rocher servait d'alerte pour prévenir des attaques. La ville est le point d'ancrage de l'ethnie Zarawa, le clan au pouvoir depuis 1990. C'est la ville natale du fameux président Marshal Idriss Déby, non? Mais aussi c'est la ville de beaucoup de cadres dans ce pays. Il y a qui sont ici pour des raisons de commerce. C'est une ville florissante où les gens viennent commercer ici. C'est une ville de caravanes. Des gens qui ont envoyé des bétails vers la Libye, vers le Soudan, vers l'Égypte. C'est un centre commercial. C'est un carrefour de rencontres humaines. Des gens venant vraiment des horizons très différents. Au moment de ce reportage, Amdjaras est en fête. Elle accueille le Festival international des cultures sahariennes, mais quelques jours plus tôt, la ville était déserte. Sur le chantier en construction de plusieurs dizaines de villas luxueuses, nous rencontrons un ouvrier. Pour des raisons de sécurité, il a demandé à garder l'anonymat. Nous retranscrivons ici ses propos. Les grandes villas que vous voyez partout à Amdjaras appartiennent aux familles les plus puissantes du pays. Mais ces villas sont vides quasiment toute l'année. Tous habitent à Djamena et ne viennent ici que ponctuellement. On se demande à quoi servent les routes, l'électricité, l'hôtel, l'aéroport ou encore l'hôpital. 4 éoliennes et une centrale solaire photovoltaïque assurent l'approvisionnement en électricité. Un aéroport international a été inauguré en 2022 et construit selon les autorités pour désenclaver la région et attirer les touristes. Mais d'après un rapport présenté au Conseil de sécurité de l'ONU en janvier 2024, cet aéroport aurait servi de point de passage pour la livraison d'armes émiraties aux paramilitaires FSR au Soudan. Des accusations plusieurs fois rejetées par le pouvoir tchadien. Et puis la coopération avec les Émirats arabes unis s'étend à d'autres domaines, celui de la santé notamment. Les Émirats ont offert un hôpital de campagne ainsi qu'un hôpital mobile fermé après de multiples accusations. Le personnel médical émirati aurait soigné des combattants FSR. Beaucoup de militaires, ce que peut-être les gens ne savent pas, les deux camps, parfois blessés, viennent, ils sont accueillis. Donc on a intérêt que la paix revienne au Soudan et non pas que la guerre s'envenime. Ici, il y a des combattants des deux camps qui viennent se faire soigner à l'hôpital d'Amdjaras, c'est ça? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis que sur les plus de 1000 km de frontières, vous avez des villages, des populations des deux camps qui y vivent. Et en fait, c'est parfois les mêmes populations. C'est juste le tracé colonial qui les a divisés. Et lorsque maintenant il y a des gens, des blessés, on ne voit pas la couleur. Amdjaras se trouve à une bonne heure de piste de la frontière soudanaise, fermée depuis fin février à cause d'incursions répétées par les belligérants du conflit soudanais. Les autorités tchadiennes ont en effet décidé de fermer les près de 1400 km de frontières qui séparent le Tchad et le Soudan. Objectif, éviter la propagation du conflit soudanais sur le sol tchadien, suite notamment à une frappe de drone venue du Soudan qui a fait 20 morts et plusieurs dizaines de blessés graves mercredi dernier. S'agit-il des paramilitaires FSR ou de l'armée régulière soudanaise? Pas d'informations pour l'heure. Les explications de notre correspondante Nadia Ben Mahfoud.
Selon plusieurs chercheurs, la multiplicité des acteurs impliqués dans ce conflit rend l'identification des auteurs de cette frappe de drone difficile. Les belligérants du conflit soudanais s'approvisionnent en matériel militaire et en drones auprès de différents pays, notamment la Russie, la Turquie ou encore les Émirats arabes unis. Les FSR et l'armée régulière soudanaise peuvent utiliser du matériel militaire similaire ou encore leurs drones peuvent être modifiés après être passés par des circuits opaques. Tout cela rend l'identification des auteurs de cette frappe de drone difficile. Néanmoins, une enquête judiciaire est lancée et le gouvernement tchadien dit attendre les conclusions. Seule certitude pour le moment, la frappe provient bien du Soudan. Par ailleurs, et depuis mercredi, l'armée tchadienne est, je cite, en alerte maximale, prête à riposter à toute attaque provenant du Soudan. 2 ministres et le chef d'état-major des armées se sont rendus dès jeudi à Tinée pour mener notamment des campagnes de sensibilisation. Le but est de dissuader les habitants de se rendre au Soudan ou de prendre part au conflit. Et d'ailleurs, désormais, toute personne qui serait passée par le Soudan et qui aurait pris part au conflit, justement, sera empêchée de revenir au Tchad. Et puis, l'armée est principalement postée autour de Tinée et cette armée attend le feu vert de N'Djamena, selon une source militaire, pour mener une offensive contre le Soudan voisin. À 2 semaines de la présidentielle du 12 avril au Bénin, le principal parti d'opposition, les démocrates, a annoncé ne soutenir aucun candidat à l'élection à laquelle il ne peut pas participer. Le parti est en crise depuis qu'il a été exclu du scrutin faute d'un nombre suffisant de parrainages et depuis la démission début mars de son président, l'ex-chef d'État Thomas Boni Yayi, pour des raisons de santé. Au Sénégal, suite au durcissement de la loi contre l'homosexualité, la Belgique annonce une révision de financement accordée à Dakar. Je vous propose d'écouter la réaction du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Hier, j'ai vu qu'un pays a menacé d'arrêter ses financements suite à l'adoption de cette loi. Ça leur a fait mal qu'on ait voté cette loi, au point de vouloir arrêter les financements. À mon retour à Dakar, je proposerai qu'on leur adresse une lettre pour leur dire de garder leur argent et de nous laisser avec notre pays. Au Mali, le journaliste Youssouf Sissoko, chef de la publication du journal malien L'Alternance, a été condamné à 2 ans de prison ferme par un tribunal de Bamako. Il avait publié un article reprochant au président nigérien Abdourahmane Tiani d'avoir accusé la France, la Côte d'Ivoire et le Bénin d'être impliqués dans une attaque contre l'aéroport de Niamey fin janvier. Cette attaque a été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Accusé par Kinshasa de lien avec la rébellion du M23, condamné à mort par contumace, Joseph Kabila sort du silence et contre-attaque dans un entretien à la Libre Belgique. L'ancien président de la RDC se pose en défenseur de la Constitution congolaise. On en parle avec l'ancienne sénatrice du PPRD, le parti de Kabila, Francine Moyoumba. Bonsoir. Bonsoir madame, merci de m'accueillir. Merci à vous. Alors vous venez de publier Pour une diplomatie congolaise, source de prospérité nationale et de rayonnement international aux éditions L'Harmattan. Alors, dans l'interview qu'il a donnée, Joseph Kabila parle de dictature en RDC. C'est une analyse que vous partagez? Tout d'abord, j'aimerais commencer par mon ouvrage que je viens de publier, que je viens de sortir à travers L'Harmattan sur la diplomatie congolaise, parce que pendant longtemps, la RDC, nous avons pratiqué ce qu'on appelle une diplomatie réactive, en lieu et place d'une diplomatie anticipative. Du coup, la diplomatie congolaise doit être un instrument de souveraineté, de prospérité nationale et d'influence internationale. Et qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons... si vous voyez par exemple le pilier que j'ai développé, notamment l'excellence diplomatique institutionnelle, parce qu'on ne peut pas déverser tout le monde dans la diplomatie. Nous devons... par exemple, avoir des diplomates ayant vraiment des compétences qu'il faut pour essayer de voir comment mener une diplomatie économique offensive et aussi une diplomatie écologique. La République du Congo aujourd'hui... Quand Joseph Kabila, dans son interview qu'il a donnée, parle de dictature, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Bien évidemment, parce qu'aujourd'hui... il est impossible de faire l'opposition en République démocratique du Congo. Et c'est de cela qu'il s'agit, bien évidemment. Et d'ailleurs,
comme vous le savez, la Constitution, parler de la révision constitutionnelle en ce moment, au moment où le pays est en guerre, c'est dangereux. Il y a des gens qui évoquent la révision de la Constitution, d'autres parlent du changement de la Constitution. Et ils font beaucoup de confusion là-dessus. Ils ne savent même pas s'il faut parler de la révision ou du changement de la Constitution. Politiquement, c'est pratiquement. Je suis contre et je m'explique. C'est politiquement problématique et juridiquement contestable. Je m'explique. En République démocratique du Congo, pour réviser la Constitution, il faut un référendum. Qui dit référendum dit la participation de tous les Congolais. Et qui dit référendum évoque bien évidemment l'inclusivité. Or, il y a des zones qui ne sont pas contrôlées par le gouvernement congolais. Alors, parler de la révision constitutionnelle en ce moment, la question que je pose à ceux qui veulent réviser la Constitution est celle de savoir comment est-ce qu'ils vont faire participer nos populations vivant dans ces zones qui ne sont pas contrôlées par le gouvernement. Mais alors, sans les dialogues nationaux vous qui vous opposez à cette révision de la Constitution, quels moyens légitimes disposez-vous? La Constitution de 2006 est un fruit d'un processus national de paix et de réconciliation, adopté par référendum. Aujourd'hui, vouloir réviser cette Constitution au moment où le pays est en guerre, c'est juridiquement, ça va poser des questions de légitimité. Et mais aussi vous n'avez questions... aucun moyen de stopper cela et de contrer ce projet, en tout cas. Plus fort que le peuple n'existe pas. Et nous pensons qu'il faut... Le problème, ce n'est pas en soi la Constitution. Le problème, ce n'est pas les textes. Le problème, c'est plutôt l'application du texte. Sans un dialogue national inclusif, il est en ce moment impossible même de penser à la révision de la Constitution. L'urgence pour la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est la paix, c'est la stabilité, c'est la souveraineté du pays. On ne peut pas aujourd'hui se réveiller parce que les gens veulent s'éterniser au pouvoir et penser à la révision de la Constitution. Et comment jugez-vous justement les différents processus de paix en cours? En tout cas, la solution, c'est un dialogue national inclusif. Nous ne pouvons pas discuter de tous ces problèmes du Congo dans les chancelleries ou dans les capitales du monde sans pour autant permettre aux Congolais de dialoguer, de se mettre autour d'une table, trouver des solutions, un dialogue national inclusif tel qu'initié par la CENCO et les CC, cela veut dire toutes les parties prenantes, la majorité, l'opposition, la société civile et les communautés concernées. Sans ces dialogues, il n'y a pas d'autre magie. Nous ne trouverons pas de solution au problème du Congo par des incantations ou des miracles. Justement, pourquoi cette prise de parole de Joseph Kabila maintenant, depuis Goma, une zone de conflit? Il parle quand il a des choses importantes à dire. Et là, ce qui est important pour vous, c'est quoi? Il a parlé de la Constitution. Il a parlé du dialogue national inclusif. Il a parlé de la cohésion nationale parce qu'en ce moment, le pays est divisé. Nous devons restaurer la cohésion. Le problème identitaire en fait surface. Et aujourd'hui, le Congo a besoin de la paix, de la stabilité et les Congolais doivent se parler. Donc il a touché les questions importantes qui touchent bien évidemment l'avenir de la République démocratique du Congo. Et déjà avec ça... nous pensons que nous devons aller dans le sens de la paix. Et nous devons choisir la paix. Est-ce que Kabila est en train de préparer son retour politique? Il n'a pas dit ça. Il a tout à fait droit de participer. Il reste un acteur politique majeur de la République démocratique du Congo. Et nous pensons qu'après le pouvoir, il y a une autre vie. Donc, ceux qui cherchent à s'éterniser au pouvoir aujourd'hui, en voulant torpiller la Constitution ou réviser la Constitution pour leur intérêt individuel ou d'un clan, ils doivent savoir que la priorité pour le Congo aujourd'hui, c'est la paix et la stabilité et nous devons trouver des solutions aux problèmes qui affectent nos populations qui souffrent et qui sont premièrement victimes de tous ces conflits en République démocratique du Congo. Donc le président Kabila s'est opposé à la révision de la Constitution parce que ce n'est pas ça. La priorité maintenant, il a prôné les dialogues parce qu'il en a l'expérience. Il a eu à gérer ces conflits dans le passé et il fait des propositions. Peut-on vraiment se poser en défenseur de la Constitution après avoir été accusé de dérive autoritaire pendant ces 18 années au pouvoir?
Le président Kabila a quitté le pouvoir en respectant la Constitution. Et sans respecter la Constitution, il n'allait jamais y en avoir. Mais il y a eu des dérives autoritaires la également. Pacifique. Je ne vais pas dire que tout était rose pendant le président Joseph Kabila, bien entendu, mais c'est pire aujourd'hui. La dictature s'est installée au pays, le peuple congolais souffre. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a des braquages en pleine journée, il y a des enlèvements dans les différents quartiers de Kinshasa, il y a des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes de causes profondes que nous devons trouver des solutions pour que les Congolais puissent bien entendu avoir la paix et la stabilité. Que ce soit sous Kabila ou Tshisekedi, pourquoi l'Est de la RDC n'arrive toujours pas à trouver cette paix durable? Bien évidemment, c'est de cela dont je parle dans mon livre. Nous avons toujours pratiqué une diplomatie réactive en lieu et place d'une diplomatie anticipative. Cela veut dire que nous devons voir comment utiliser nos potentiels pour essayer de faire de la diplomatie congolaise un instrument de prospérité d'abord pour le peuple congolais, parce que la souveraineté commence lorsque les ressources du pays servent d'abord le peuple. Merci Francine Muyumba. Je rappelle que vous êtes ancienne sénatrice du PPRD, le parti de Joseph Kabila. C'est moi qui vous remercie, madame. Au Kenya, au moins 81 personnes sont mortes depuis début mars à cause des intempéries, des pluies torrentielles qui mettent à l'épreuve tantôt un urbanisme anarchique, tantôt l'insuffisance des réseaux d'égouts et de drainage des infrastructures routières. Antoine Delpierre, Stéphane Dard. Les prévisionnistes l'assurent, les pluies devraient s'arrêter de tomber comme des torrents à partir de ce mardi. Mais ici, dans l'ouest du pays, il est déjà trop tard. Plusieurs milliers de familles ont dû quitter leur maison, sans pour nombre d'entre elles savoir où se réfugier. Nous sommes toujours coincés ici. Nous ne savons toujours pas où nous allons pouvoir loger. Nous n'avons toujours aucune idée de la direction à prendre. Nous sommes toujours bloqués sur cette embarcation avec les enfants. Nous sommes en train de partir parce que l'endroit où nous vivions est gravement inondé. Nous ne savons toujours pas où nous allons pouvoir nous réfugier avec nos animaux, car il n'y a aucune maison ou aucun logement qui ne soit pas inondé où nous pourrions nous abriter. Ni les appels à la prudence et à la vigilance, ni les efforts des habitants pour écoper leur logement n'ont permis d'éviter les conséquences dévastatrices du cycle diluvien amplifié par le changement climatique. Depuis quelques jours, les eaux déchaînées de la rivière Sondou-Miriou ont débordé de leurs berges, forçant plus de 3000 familles à quitter leur maison. Nous avons perdu un grand nombre de terres agricoles à cause d'une érosion massive, ainsi que les cultures que nous avions plantées. À l'heure où nous parlons, des personnes ont été transférées dans plus de 8 centres d'évacuation. Dans ce comté de Kisumu, les crues soudaines ont submergé des villages entiers et détruit environ 1200 hectares de terres agricoles. Mais c'est dans la capitale et sa région qu'elles ont été les plus meurtrières. Les autorités ont appelé les riverains de plusieurs bidonvilles en aval du barrage de Nairobi à évacuer en raison d'un risque imminent d'inondation lié à la montée des niveaux d'eau dans le réservoir qui menace de rompre la digue. Née en France de parents marocains, Nawel Saouri est à la fois chanteuse de gospel, coach musical et fondatrice des résidences artistiques sur les traces des origines Gnawa et gospel. La 3e édition de cet événement qui célèbre les racines africaines du Gnawa et du gospel se tiendra au Maroc du 17 au 24 avril prochain. Bonsoir Nawel Saouri. Bonsoir. Et bonsoir Christian. On va d'abord vous écouter Nawel Saouri avec Ngok Litouba, accompagné au chant et à la guitare par l'une des voix emblématiques du gospel européen, Emmanuel Pidjob, directeur artistique de vos résidences. Le plateau est à vous. How I got over. You know my soul looks back and wonder how I made it over. Lingen Jam
Libodlene ngogli tuba, Ngogli tuba, litenjem. Libodlene ngogli tuba, Ngogli tuba. Sogol sogol borol koba kwan, babi borli tenjes. Babylon, Lingok, Lituba. Babylon, Lingok, Lituba. Weye Nabi, Ya Rasulallah. Weye Nabi, Ya Rasulallah. Weye Nabi, Ya Rasulallah. Wow, quelle voix, hein, quel duo. C'était un extrait de Ngok Lituba, l'un des titres qui sera proposé aux participants de votre prochaine résidence. Merci Emmanuel Pidjob. Alors dites-nous, Nawel Sawery, quel est le principe de vos résidences artistiques et musicales? Alors le principe est de réunir des spécialistes donc, de gospel et de gnawa et des participants. Et pour ça, on a une masterclass de chant. On a des ateliers de contes et d'instruments. On a une causerie pour échanger à propos du sujet. Et enfin, un concert de restitution pour célébrer nos racines africaines. Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes né en France de parents marocains. Vous faites du gospel depuis bientôt 30 ans. Quel rapport est-ce que vous entretenez avec la culture gnawa et pourquoi avez-vous éprouvé le besoin d'initier ces résidences artistiques et musicales autour du gospel et du gnawa? Alors la relation que j'entretiens avec la culture gnawa est profondément ancrée dans ma quête d'identité. Et je me suis lancée dans ce voyage au cœur de mes racines. C'est pour explorer justement ce lien entre la culture gnawa et le gospel. Et j'ai besoin d'initier ces résidences pour approfondir mes recherches tant musicales que spirituelles. Et combien de participants attendez-vous? Alors, on attend une centaine de participants, à peu près. Et l'événement est gratuit ou... Alors, la résidence, elle est co-organisée par Forlink, l'association Forlink, et l'Alliance française de Ouarzazate. La résidence n'est pas gratuite, non. Oh mon Dieu, non. Mais c'est raisonnable. Pendant 7 jours, on est logé dans un superbe hôtel au cœur de Zagora, en pension complète avec la gastronomie marocaine. Et on a accès à tous les ateliers, on visite le patrimoine culturel et toutes les informations sont sur le site de l'association Forlink, donc le chiffre 4, link, link.com. Alors, à quel moment est-ce que finalement vous avez réellement découvert cette culture gnawa à laquelle vous faites allusion et à la quête de laquelle vous partez à travers ces résidences? Alors, je cherchais désespérément à m'ancrer dans la culture de mon pays. Et mon grand frère Réassi Ouabanzi, qui est un excellent critique littéraire congolais, c'est lui qui m'a suggéré de chercher dans la culture gnawa, puisque je pratique le gospel. Et que la culture gnawa et le gospel partagent cette histoire qui est celle de l'esclavage. Alors très tôt, vous vous êtes passionné pour la musique, malgré les réticences de vos parents. Pour quelles raisons ne voulaient-ils pas que vous fassiez de la musique? Alors, ma passion pour la musique a émergé vraiment très tôt, très tôt. Et pour ma mère, en fait, qui est croyante musulmane, faire de la musique, surtout pour une femme, c'était limite blasphématoire. Elle aimerait que je suive une voie vraiment beaucoup plus traditionnelle qu'on a dans le pays. Mais pour moi, la musique, c'est vraiment un moyen de m'exprimer et surtout de me reconnecter à la spiritualité, justement. Merci Nawel Sawery. Je rappelle donc que vous êtes la fondatrice des résidences artistiques sur les traces des origines gnawa et gospel, dont la 3e édition se tiendra au Maroc du 17 au 24 avril prochain. Merci Christian. Et on se quitte en musique avec Same Train, que vous nous interprétez avec votre complice, Emmanuel Pidjob, directeur artistique des résidences sur les traces des origines gnawa et gospel. Same train, same
train, standing at the station, same train, leave on tomorrow, same train, same train, well, same train, carries my father, same train, same train, same train, standing at the station.